La France, en tant qu'elle est portée par le discours de ses représentants officiels, de son État, porte souvent le discours de l'exception française, de la patrie des droits de l'homme, de la patrie des Lumières, bon. Mais comment ça se fait que, sur 60 millions d'habitants, tous ces politiques et ces capitalistes et ces médias, ils arrivent à faire croire que tous les problèmes de la France est concentré dans les quartiers, est concentré sur une certaine confession, est concentré sur certaines populations. On voit bien qu'il y a un alignement de la France à tous égards sur une politique de traitement indigne, honteux, enfin, tellement scandaleux, qui donne envie de hurler. Il faut arrêter de raconter des histoires. La France a toujours été un pays à droite. Comment se fait-il en France que mes parents qui sont là depuis plus de 40 ans, ils n'ont pas le droit de vote à l'échelle municipale? Ils parlent d'intégration. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont déjà voulu nous intégrer réellement? Et si tu as la chance d'être né dans la bonne grande famille, tu as un petit espoir. Malheureusement, si tu n'es pas né là-dedans, tu es mort. Il y a eu l'esclavagisme qui a ramené le colonialisme, qui a découlé du clientélisme. Au final, ça nous ramène à l'individualisme. La preuve. Les droits de l'homme, oui, bon, déjà, où sont les femmes, où sont les esclaves, où sont les étrangers de manière générale. Ça, c'est l'héritage napoléonien, colonial, etc. Pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourquoi les politiques n'en parlent pas? Parce qu'à qui profite réellement le crime, au final? Bonsoir et bienvenue à tous. Si tenemos que revisar un poco cómo fueron estas elecciones francesas de mayo pasado, podríamos decir efectivamente que la impresión principal, la lección principal, es que ha habido un cambio muy importante en la estructura política francesa. Benoît Hamon, François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bonsoir à vous. Bonsoir. Prenez place et bienvenue dans ce grand débat de la présidentielle 2017. Porque todo lo que estaba previsto no se realizó. ¿Qué es lo que estaba previsto? Que el Partido Socialista, que estaba en el poder, tendría muchas dificultades. ¿Verdad? El Partido Socialista controlaba, cuando llegó al poder, hace 4 años, controlaba como nunca ningún partido había controlado el poder en Francia. En 4 años eso se derrumbó. ¿Qué es lo que no estaba previsto? No estaba previsto que el partido de derecha, que el gran partido de derecha, que es la alternativa al poder, porque en Francia desde hace 40 años o 50 años se alternan en el poder la socialdemocracia y la derecha tradicional, pero de repente hubo problemas en las primarias y salió un candidato que no se esperaba, que era Fillon, un candidato mucho más conservador que la derecha liberal. Y segundo problema es que no solo salió un candidato que no se esperaba, sino que además Fillon, su candidatura fue inmediatamente torpedeada
por una cuestión de corrupción o por lo menos de acusaciones de corrupción. Bien, quedaba como fuerzas políticas importantes, quedaba el Frente Nacional, que efectivamente se pensaba que haría un buen resultado, y por otra parte quedaba la izquierda, con el partido de Jean-Luc Mélenchon, que esta vez venía con un movimiento, más que con un partido, con un movimiento que se llama los insumisos, ¿verdad? Bien. Nous voici comme la mer qui scintille sous le soleil depuis le premier jour. Esta configuración en realidad dio como resultado para la segunda vuelta un candidato que no se esperaba tampoco, que era Macron, que es un candidato que en realidad tuvo un discurso de ni izquierda ni derecha, y Macron creó una especie de nebulosa en torno a él. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites, je ne suis ni de droite ni de gauche. Je n'ai pas dit ça, ainsi. Non. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. D'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Los medios jugaron un papel muy importante en esta elección. Hubo como una especie de coalición general mediática para no atacar a Macron. No salió ningún asunto particular cuando salió para casi todos los candidatos, y los dueños de los medios partían del principio de que el candidato más favorable a sus intereses era Macron. Aunque hasta el final de la campaña no estaba claro cuál era el programa, qué es lo que iba a hacer, etc. Pero hicieron la elección, podemos decir ya. Hicieron la elección. Descartaron a quien había que descartar y favorecieron a quienes querían favorecer. Cuando Mélenchon resultó que era peligroso porque estaba capitalizando todos los votos de la izquierda y podía estar en la segunda vuelta, en ese caso atacaron a Mélenchon, en particular reprochándole su relación y su análisis de la situación en Venezuela. Je me demande dans quel pays du monde on traite le gouvernement de dictature quand il perd les élections et qu'il le reconnaît, qu'il perd les référendums et qu'il le reconnaît. Dans quel pays au monde on est d'accord pour soutenir un opposant qui stocke chez lui des armes de guerre et des bombes? Peut-être que M. Maduro aurait dû faire donner 1000 coups de fouet à cet opposant, parce qu'alors il bénéficierait du silence complice de cette Assemblée, comme vous le faites pour l'Arabie Saoudite. La vérité, c'est que tout ceci participe à une entreprise de déstabilisation et que tout ceci n'est qu'un moment de propagande internationale de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique. En realidad, el voto de adhesión a Macron fue muy pequeñito. Y la inmensa mayoría de los electores no votaron por Macron, o no votaron por convicción de apoyar a Macron, sino que votaron contra los demás. Quand on pense que ça vote plus extrême droite qu'avant, on fait une erreur. Les chiffres montrent que c'est pas vrai. Quand on dit « Ouh là là, le Front National a fait 22%, c'est 22% de 30%. C'est pas 22% de tous les inscrits. Ça veut dire que sur une circonscription où tu as 70 000 habitants, 70 000 électeurs enregistrés, c'est peut-être 100 000 habitants, en fait, finalement, tu as 8 000 personnes qui votent extrême droite. Donc en fait, c'est très petit. Donc en fait, il n'y a pas de droitisation de la population. Par contre, il y a un désintérêt de la population, ça c'est très grave. Et ce qu'il faut analyser, c'est pourquoi tant d'abstention. Les gens pensent que, et ça c'est très grave, que la politique ne va pas résoudre leurs problèmes. Et malheureusement, ils se trompent lourdement parce qu'il ne peut pas y avoir de résolution des problèmes au niveau global et au niveau national sans politique. C'est pas possible. C'est pas les chefs d'entreprise qui vont gérer nos problèmes. Ahora está la confrontación entre el programa que va a aplicar Macron y lo que la sociedad está esperando después de la decepción de 4 años del Partido Socialista.
On a une nouvelle période qui s'ouvre avec un quinquennat où il y a une fausse majorité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Emmanuel Macron, il a été élu pour battre Madame Le Pen. Il n'a pas été élu sur son programme. 15% seulement des Français ont permis qu'il ait une majorité écrasante à l'Assemblée. Mais ça ne vous donne pas, j'allais dire, suffisamment de majorité pour casser le code du travail, pour déréguler le marché du logement, pour faire une fiscalité totalement injuste. En ese sentido, Macron pertenece a esta nueva generación, ¿verdad? Que también tiene por objetivo el despolitizar el país. Despolitizar el país. La idea es, vamos a gobernar, repito, con sentido común. No hace falta ser político para gobernar, sabiendo que la economía es una cosa como matemática y por consiguiente lo que tiene que haber es crecimiento y con el crecimiento vamos a repartir los beneficios del crecimiento. Punto. Dans le cas de Macron, évidemment qu'il y a un discours, et c'est pas la première fois qu'on l'entend, ce discours technocratique, ce discours de la gestion, ce discours d'ailleurs où l'économie tient l'hégémonie. Ese sentido común elemental, eso es lo que se trata de establecer como línea política. Lo demás es ideología. Y si la gente protesta en la calle, como ha habido protestas en Francia desde principios de septiembre, pues eso se le achacará a la ideología. Son los que en realidad no están contentos porque perdieron las elecciones. Mais en fait, c'est très politique, évidemment, c'est très idéologique, c'est une manière de masquer l'idéologie, où c'est en effet les principes de concurrence, de rentabilité, de logique comptable et de lutte de classe, parce qu'il faut être clair, ce sont vraiment des gouvernements de lutte de classe, et a fortiori dans le cas de Macron, ça me paraît encore plus net. Pero estamos haciendo lo que le conviene al país. Este es el discurso. Es un discurso de despolitización del ejercicio del poder, ¿verdad? Como si el ejercicio del poder fuera pura técnica. C'est une politique qui est clairement faite au profit des employeurs, au profit du patronat, dans ce rapport de force extrêmement tendu qui est, à mes yeux, toujours et bel et bien un rapport de classe, un rapport de force sociale. Et le fait nouveau, c'est que bien évidemment, il y a toujours une mobilisation syndicale qui existe. Là, il y a des journées d'action en France, il y a les retraités qui se mettent en mouvement, les camionneurs, les fonctionnaires. Mais en plus de ça, la chose nouvelle, c'est que là, il y a un mouvement politique, France Insoumise, qui a une capacité d'initiative et de mobilisation très importante, y compris dans la rue. Et c'est, à mon avis, à partir un peu de ces deux éléments, c'est-à-dire les syndicats, ce que nous sommes capables d'initier, que peut sonner lors d'une résistance et rendre minoritaire Emmanuel Macron en bloquant ses projets. En tout cas, c'est l'espoir que nous avons. On a demandé aux parlementaires d'annuler un code du travail sous prétexte qu'il était trop important et nous n'avons pu discuter une seule ligne, un seul adjectif, une seule virgule sur des milliers de pages qui concernent votre vie quotidienne. Et là où vous aviez une loi, vous aurez dorénavant 700 lois suivant les branches et des milliers de lois différentes suivant les entreprises. Monsieur le Président, il vous reste à consulter l'histoire de France pour apprendre que c'est la rue qui a abattu les rois, c'est la rue qui a abattu les nazis, c'est la rue toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement.
véritable stratégie, c'est celle de la révolution citoyenne, c'est celle de l'implication des citoyens et des citoyennes à tous les niveaux de décision. Quand on parle de constituante, voilà, quand on parle d'une nouvelle république, ça signifie changer radicalement la manière dont on fait corps social, on fait corps politique. Et pour nous, l'élément crucial, c'est le peuple, c'est la participation populaire. Avant-guerre, il y a eu les Espagnols, les Italiens. Et de la même manière, les nouvelles générations d'immigrés sont effectivement celles très souvent issues des colonies françaises. Elles n'ont donc pas forcément la même couleur de peau, pas forcément la même religion. Je pense qu'il y a un vrai travail politique à mener ensemble en prenant conscience qu'il y a des privilèges blancs. En France, on se réclame de l'universalisme, donc officiellement, on n'a pas de considération spécifique pour les origines. C'est quand même une grande hypocrisie. Et je pense que, même si là, ce n'est plus d'hypocrisie, mais on la retrouve aussi dans les milieux politiques des gauches, des différentes gauches, qui ne veulent pas voir qu'il y a des formes de reproduction de la domination issue justement de ce passé colonial et qu'il y a toujours dans nombre d'entre nous, en tant que blanches et en tant que blancs, ce passé-là qui retravaille. Il y a des particularités de l'histoire française, de cette histoire, pas simplement de la colonisation, mais de l'esclavage, qui a construit un État, une république, des institutions qui restent encore très marquées par cette histoire-là, et à travers lesquelles se reproduisent un certain nombre de discriminations systémiques. C'est un tabou en France de parler de blanc. C'est vraiment, quand on en parle, on se fait traiter de raciste, et même dans les milieux de gauche, même de manière très grave, c'est interdit de parler de blanc. On peut parler des Noirs, on peut parler de la condition noire, on peut parler des Arabes, mais on ne peut pas parler des Blancs, parce que en fait, les Blancs ne se considèrent pas comme blancs, ils oublient en général complètement qu'ils sont blancs. Et ça fait partie des effets de cette domination. On n'est plus dans un régime totalitaire, on est dans une démocrature. On est dans un système où nous, on est des Français de seconde zone. Et là, la réalité, c'est encore pire que tout. Ça veut dire pour ces personnes-là, on ne vaut rien, on n'est que des nombres, on n'est que des chiffres, parce qu'on rapporte de l'argent, on n'est que des personnes qu'on peut déplacer comme dans un jeu d'échecs. Et le roi, ça reste les capitalistes. C'est même pas les politiques, c'est les capitalistes. Nos parents, ils sont arrivés à Paris. Tous nos parents, dans les années, on va dire 50, 60 et tout ça, la destination, c'était Paris. Lorsqu'ils ont commencé à construire les quartiers, comme exemple, Aulnay 3000, ça a été construit exactement en 1968. Lorsque ça a été construit, dans les années 70-75, ils ont envoyé nos parents dans les quartiers. Ils ont vidé les bidonvilles de Nanterre, ils ont vidé Paris. Nous sommes nés dans la banlieue parisienne. Donc maintenant, ils veulent nous virer en province. Mais moi, je crois que la question, leur intégration, elle est avant tout sociale. C'est-à-dire que à partir du moment où la machine économique est enrayée, à partir du moment où dans certains quartiers vous avez 40% de chômeurs, à partir du moment où l'État lui-même est attaqué et donc le bras armé de la République, de l'égalité est affaibli, dans ces quartiers-là, on ne voit plus que quoi ? Qu'est-ce qu'on voit de l'État ? Une police répressive, très souvent, rien en termes économiques, des écoles où les enseignants sont mal rémunérés. Donc si on veut, à un moment donné, renouer avec les quartiers populaires, il faut faire en sorte de montrer qu'on a un projet qui répond à leurs aspirations. À Aulnay-sous-Bois, 83 000 habitants, 45 000 inscrits. Le maire, il est élu qu'avec 14 000 voix. C'est-à-dire le maire, il n'est même pas représentatif de la population aulnaysienne. Et puis aussi, il faut le dire, c'est au moment des élections de permettre par exemple qu'il y ait des gens qui soient élus maires, qui aient la couleur de peau et l'appartenance sociale des gens de qui ils demandent le mandat. Lorsqu'on ne vote pas, à qui ça profite ? Lorsqu'on casse nos voitures, à qui ça profite? Lorsqu'on se drogue toute une journée, on a dormi dans nos cages d'escalier, à qui ça profite? Quand une personne réellement veut attaquer le système pour la population. Moi, je participe à certaines réunions, à certains débats, je vois que les personnes ne parlent que de Macron, des ordonnances, des syndicats, des patrons des syndicats. Mais à aucun moment ils parlent de la population. Parce qu'au final, ils fonctionnent comme le système qu'ils veulent combattre. Ils sont que sur la surenchère et ils fonctionnent avec la peur. À un moment donné, il faut fonctionner avec la révolte. Le peuple, tout comme la classe des ouvriers, des salariés, n'a jamais été
uniforme, homogène. Il y a toujours eu des différences de genre, d'origine culturelle. Et je pense que fédérer le peuple, ça signifie aussi reconnaître ce qui fait commun, ce qui fait histoire commune et ce qui fait spécificité. Moi, je peux monter un projet. Derrière, tu as une personne qui est raciste, qui veut participer à ce projet-là. Et bien, je serai le premier à lui tenir le temps de la main, de dire viens. Parce que ça vous parle de mon comportement, cette personne-là va changer d'avis. C'est très important. Car au final, on ne naît pas raciste. On ne naît pas capitaliste. On ne naît pas envieux de l'argent, envieux de son prochain. C'est le système qui nous rend comme ça. Et tant qu'on est vivant, tant que la révolution est en marche, a encore un souffle. Cette époque-là, elle est finie. On fait une vraie révolution. Il n'y a que le temps qui le dira. C'est un centre d'accueil pour primo-arrivants hommes majeurs. Celui-là, c'est le premier modèle et le seul modèle de ce genre en France à l'heure actuelle. Dans le centre, du coup, normalement, ils sont censés en prendre en charge 50 par jour, 6 jours sur 7. À l'intérieur, il y a 450 places d'hébergement au total. Donc les gens, ils sont présents dans ce centre pour une durée de 20 jours maximum. On avait très majoritairement des Afghans, ensuite des Soudanais et un peu moins mais des Érythréens. C'était vraiment les trois plus fréquentes. Si ces gens ont le souhait de rester en France, on pense qu'aujourd'hui en France on n'est pas dans une vraie crise de l'immigration de notre point de vue, on est plus dans une crise de l'accueil des migrants et qu'il suffirait de mettre les moyens en place nécessaires pour accueillir ces gens-là et qu'on se doit de les accueillir. À partir du moment où l'État n'ait pas suffisamment de place à disposition pour que les gens soient orientés dans des CAO et des CHU, pour que les gens puissent continuer les démarches en sortant de ce centre et donc faire de la place pour faire rentrer de nouvelles personnes, donc on est dans une capacité de prise en charge insuffisante par rapport au nombre de gens qui arrivent, ce qui fait que donc on se retrouve avec des campements à l'extérieur, que ça sature à l'entrée du camp, qu'on a des violences policières, qu'on a des violences entre les réfugiés et qu'il y a une attente interminable dans la rue. Mais en fait, si on avait une politique d'accueil un peu plus à long terme, on pourrait très facilement en fait, suivre la courbe d'évolution des flux et accueillir tout le monde de manière, pas dans l'urgence, mais de manière digne et respectueuse de leurs droits. C'est simplement qu'il y a un choix politique de répression et de politique migratoire extrêmement dure qui fait que on accueille au compte-gouttes. La France, en plus de ça, c'est le pays des droits de l'homme, c'est ce qui est d'autant plus choquant. Mais en fait, je pense qu'on est dans une politique européenne de non-accueil qui est rendons les conditions d'accueil le plus horribles possible, rendons les démarches le plus difficiles possible, et le message se passera que la France et l'Europe ne sont pas des pays d'accueil. Les signaux donnés actuellement par le ministre de l'Intérieur ne sont malheureusement pas très positifs, donc il va falloir continuer à se mobiliser là-dessus. Et je compte porter ce combat-là à l'Assemblée aussi. À nous de dire que l'immigration est toujours un exil forcé. Une souffrance. Il faut aller à la cause des maux et les éradiquer. On ne doit plus accepter les traités inégaux qui déversent sur les peuples des marchandises acquises à vil prix dans le travail surexploité et jeter en sorte qu'elle tue toute activité économique que ces gens auraient voulu avoir chez eux.
Il faut en finir avec le lâche abandon qui remet au peuple du Sud d'avoir à gérer le changement climatique dorénavant commencé. Et il est temps, par-dessus tout, de mettre un terme aux guerres qui ravagent ces pays. La France, dans la bouche de ses représentants, voudrait aussi se targuer de son exception par son rôle international, son rôle de grande puissance, avec son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, voilà, une puissance nucléaire, une puissance militaire, qui consacre énormément d'argent à l'armée, à ses démonstrations de force, à l'entretien de l'arme nucléaire. Et bien, ces armes, elles vont forcément être tournées contre des peuples à un moment donné, et il n'y a pas de bombardement sans atteinte aux civils. Ça, c'est pas vrai. On peut nous dire ça pour les bombes russes, mais on nous le dit jamais pour les bombes françaises ou états-uniennes, et pourtant, elles frappent aussi des populations. Nous, on est chez nous ici. On est français, d'origine quelconque, de confession quelconque. Avant toute chose, on est français. À un moment donné, ça, il faut qu'on arrive à se mettre dans nos cerveaux à un moment donné. Et après, chacun met dans l'ordre qu'il veut. Mais t'es chez toi ici. Et quand on va se réapproprier nos territoires, quand on va se réapproprier notre identité, quand on va se réapproprier notre langue, dès qu'on va se réapproprier notre savoir vivre ensemble et faire ensemble, là, on sera fort.